présenter Madame Nicolaou Chahar aujourd'hui, Caroline, qui est diplômée en sciences politiques et stratégiques, spécialisée dans les enjeux économiques et politiques du monde arabe. Elle navigue depuis 18 ans entre l'opérationnel et les formations. Elle a été attachée parlementaire, chargée du suivi de groupes d'amitié avec le Proche-Orient à l'Assemblée nationale. Elle est chargée de mission dans une maison d'édition internationale, cadre à l'Union des assurances de Paris. Elle intervient pour le compte de Johnson & Johnson et du Syndicat national des industries de technologie médicale, où elle assurera le suivi législatif ainsi que les relations publiques avec l'AFSAPS et les instances parlementaires. Je vous remercie, Madame Chahar, d'être présente parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je tiens à remercier Nada d'avoir vraiment fait un travail extraordinaire pour qu'on soit tous réunis aujourd'hui ici. C'était pas évident hein, tous les jours, mais le résultat est là, on est tous ensemble, c'est ça qui compte, c'est extraordinaire. Alors je tiens à remercier, j'ai vu que Madame le sénateur Kamerman est parti, je tiens quand même à la remercier, même si elle n'est pas là, d'avoir mis à notre disposition, à la disposition du forum, une salle au Sénat. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'être présents parmi nous aujourd'hui. Voilà, moi aussi, je viens, et si vous voulez, dans mon discours, je vais venir appuyer les propos de Madame Martin. L'interculturel est une dimension aujourd'hui dans l'entreprise non négligeable. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite se développer à l'international, elle doit impérativement prendre en considération cette dimension multiculturelle. Sinon, on va voir ensemble que ça peut être peut-être un échec de son développement. Alors, est-ce que le multiculturel, cette interaction culturelle est un atout ou parfois des freins au développement? On va essayer de le voir ensemble. Voilà. Pour commencer, et en termes de développement des entreprises, les différences culturelles s'expriment à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la gestion des risques interculturels au niveau interne de l'entreprise. Et le deuxième niveau, c'est la gestion des risques interculturels qui sont externes à l'entreprise, c'est-à-dire à travers l'acquisition de nouveaux marchés. Les risques interculturels s'expriment de plusieurs façons. Par exemple, le rapport à l'autorité, les leviers de motivation, la gestion du temps, l'organisation du travail, les relations avec la clientèle, etc. Autant de facteurs qui vont aujourd'hui occuper ou voire préoccuper nos dirigeants et qui doivent impérativement prendre en considération pour créer ou plutôt un ensemble de conditions favorables au développement à l'international. En effet, face à l'internationalisation des activités, les équipes des entreprises internationales sont de plus en plus confrontées à une nouvelle problématique, celle de ce qu'on appelle relation client. Qui est notre client? Avec qui on a envie de travailler? Qui sont les gens avec qui on est amené à travailler? Mieux connaître le client pour mieux développer ses activités. À ce niveau-là, du développement par la relation client, on n'entend pas seulement les études purement économiques et stratégiques, mais aussi des études qui sont de plus en plus orientées vers des codes culturels. Il est bien sûr délicat et difficile d'estimer réellement l'impact de la gestion des risques culturels aujourd'hui dans une entreprise. Cependant, la réalité des opérations, la complexité des environnements, la diversité, voire la divergence des codes culturels peuvent être source d'échec d'une implantation dans un marché spécifique dans le monde. Et là, j'aimerais bien vous donner l'exemple que l'équipementier Puma a fait. C'est une grande maladresse que l'équipementier Puma a commis plutôt en décembre 2011 pour le 40e anniversaire de la commémoration de l'existence des Émirats arabes unis. Le 2 décembre 2011, les Émirats arabes unis ont fêté leur 40e anniversaire. À cette occasion, bien sûr, l'équipementier Puma a eu l'idée de créer un modèle spécial de chaussures de sport en reprenant les couleurs du drapeau des Émirats arabes unis. Or, spécificité culturelle, dans le monde arabe,
Dans le monde arabo-musulman, on ne se permet pas. Le drapeau, ça représente le peuple, ça représente l'autorité. On ne joue pas. Et on ne doit pas coïncider l'image du drapeau avec une chaussure ou quoi que ce soit qui touche au pied. Voilà, c'est purement culturel. Oui. Non, mais en Occident, moins, parce que pour le même équipementier, on a le drapeau de l'Angleterre, de la France, le bleu, blanc, rouge, etc. On ne va pas réagir de la même manière. Or là, dans ce cas très spécifique, la réaction était vraiment très importante. Voilà. Alors là, à travers cet exemple, on peut dire que la culture se manifeste dans une interaction entre individus. Entre individus, oui, mais j'aimerais bien qu'on précise le terme individu. Du moment où on parle de la personne, ça peut tout à fait être une personne morale comme étant aussi une personne physique, entre entités, entre États, entre entreprises, ainsi de suite. D'accord ? En situation d'interaction, un chef d'entreprise averti reconnaîtra alors non seulement ses propres valeurs, ses propres points de vue et visions des choses, mais également les points de vue, les valeurs et les comportements de l'autre. Si on oublie et on ne fait pas attention à cette dimension, je crois qu'on raterait beaucoup de choses. Une fois qu'il a identifié et intégré les spécialités culturelles de la clientèle, le chef d'entreprise dans ces conditions-là devra accorder beaucoup d'attention à sa communication. On en a parlé, on a évoqué l'importance de la communication au sein de l'entreprise pour construire des messages aussi bien sur le fond que sur la forme qui seront compris dans une intégration ou plutôt dans une intention originale. Au niveau international, la prise en compte de la diversité culturelle devient un impératif aujourd'hui pour réussir une évolution durable. La culture reflète non seulement des coutumes et des traditions, mais elle représente surtout des codes et des valeurs. Et là, j'aimerais bien juste faire un parallèle et essayer de voir, étudier, restons modestes, juste un petit peu le comportement du Libanais. Alors, dans ce contexte d'interaction générale, quelle était l'orientation de l'évolution culturelle libanaise, d'où elle vient, du peuple libanais? Quels sont les critères marquants de cette culture libanaise? Ces critères représentent-ils un moteur de l'évolution de l'expertise libanaise dans le monde ou sont-ils plutôt ses freins? Ces évolutions ont-elles eu la même orientation chez les Libanais du Liban que les Libanais de la diaspora? Aujourd'hui, on a des Libanais qui vivent, qui évoluent au Liban, et on a des Libanais qui vivent et qui évoluent en tant que diaspora et à l'étranger. Depuis le 19e siècle, on va essayer de faire un flashback très rapide, parce qu'on est très pris par le temps. Depuis le 19e siècle, le Liban a vécu plusieurs vagues d'émigration vers des destinations multiples. Et en général, l'émigration était faite par vagues. La plus importante communauté aujourd'hui libanaise est installée en Amérique latine, en particulier au Brésil. Je crois que M. Gosselin fait partie de cette communauté. En particulier au Brésil. Il existe aussi d'importantes communautés libanaises aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe et plus particulièrement la France. Peu de pays dans le monde peuvent prétendre d'avoir plus de ressortissants à l'étranger que sur leur propre sol. Non? Ah, voilà. D'accord. Aujourd'hui, on compte, c'est le cas du Liban qui comporte aujourd'hui une diaspora ancienne, mais aussi plus récente, de plus. Attention, on n'est pas à quelques centaines de milliers de près, mais presque 12 millions de Libanais en tant que diaspora et voilà, oui, 4e, 5e génération. Et ainsi, au Liban, on compte, on n'est pas à quelques centaines, on est d'accord, de milliers près, je crois 4,5 millions, hein, grosso modo. À travers ce panorama, on peut constater que le Liban est confronté depuis quelques années à un sérieux problème, celui de l'émigration des jeunes diplômés, et d'où l'aide qui vient de l'étranger. Les programmes de partenariat sont très, très importants aujourd'hui.
Les Libanais sont très demandés sur le marché du travail au niveau international pour leur ouverture, pour leur esprit de la reconnaissance de l'autre. Car ils ont une grande créativité aussi, une grande adaptabilité, une capacité d'intégration. Leur expertise est souvent reconnue. Les experts libanais, j'ai décidé aujourd'hui de les appeler pour rendre hommage à Nada, les experts libanais, entrés dans l'ère de la mondialisation, leurs produits et leur management, en effet, leur présence dans de nombreux pays les oblige non seulement à adapter leur discours, leurs produits et leur management aux contextes culturels locaux, mais aussi à façonner ces contextes-là culturels dans un sens favorable à leurs intérêts. Je crois que je vais abréger, je vais aller directement à la conclusion. Alors j'aimerais bien conclure mon travail juste par un extrait du livre de Amin Maalouf, dans son livre qui s'intitule « Origine ». Et là il dit, je le cite, « D'autres que moi auraient parlé de racines ». D'accord ? Lui, il a souhaité parler d'origine. Je n'aime pas le mot racine, et l'image encore moins. Les racines s'enfouissent dans le sol, s'épanouissent dans les ténèbres. Elles retiennent l'arbre, captif dès sa naissance, et le nourrissent au prix d'un chantage. Tu te libères, tu meurs. Les arbres doivent se résigner. Ils ont besoin de leurs racines, les hommes, pas. Alors, nous respirons la lumière et nous convoitons le ciel. Voilà.